Alors bonjour, eh bien, une émission un peu particulière aujourd'hui parce que c'est une émission plutôt de copains. On se retrouve un peu ensemble. Une émission un peu spéciale aussi, Club de l'Arche, puisque toutes les personnes qui sont là ont participé ou fréquenté le Club de l'Arche à différentes étapes. Donc très fièrement, j'arbore mon t-shirt Marre du bas débit. Ça date d'il y a 12 ans, donc il est un peu jauni. Ma femme m'a un peu engueulé ce matin en disant qu'il ne faut pas mettre ce genre de choses. Mais c'est un peu un projet qu'on a lancé avec notre président d'honneur et fondateur, donc Jean-Michel Billot, qui est avec nous, puisque c'est lui qui a créé le Club de l'Arche il y a de nombreuses années, que l'on admire aujourd'hui, qui est le support de Ville Intelligente. Alors, l'objectif, c'est de parler un peu, cette rétrospective. On a passé globalement 20, 30 ans tous un peu dans le numérique, dans le web, et il y a des choses qui nous ont marqué, des sujets sur lesquels on a travaillé avec passion, avec projection. Donc, c'est un peu de parler de ces événements. Alors, Jean-Michel, écoute, le président d'honneur va pouvoir lancer la parole. Alors, toi, c'est jeune start-upper permanent depuis près de 30 ans. C'était quoi pour toi la grande révolution du web? J'allais dire, pour moi, ça n'a pas été une révolution puisque je suis tombé dedans en étant tout petit. Euh, le web, effectivement, après le Minitel, a apporté quelque chose d'important. Et en 98, je crois, si j'ai bonne mémoire, on a créé avec 12 autres ou 13 autres personnes le Club de l'Arche, qui était à l'époque un think tank où chacun pouvait venir pour expliquer un peu ses idées. Et puis aujourd'hui, bien, ça continue parce que on s'enfonce de plus en plus dans le numérique à grands pas, que ce soit dans la blockchain, les cryptos, les tokens, les robots, l'espace, la génétique, tout ça mélangé fait que je pense que l'être humain, l'humanité est en train de changer de civilisation. Alors justement, quand tu es tombé tout petit dedans, Obélix, le Gaulois, ton surnom, ça a été un peu ça. Donc, on a vu l'évolution se lancer. En effet, on est parti plus du Minitel, du Bebop et de Radiocom 2000 et du coupleur acoustique pour certains dans les Pyrénées qui ont jeté le coupleur acoustique à 512 kilobits pour passer sur la fibre. Donc, quelles évolutions ont été vraiment majeures? Donc, on l'a vu, pour toi, Jean-Michel, qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est le web et puis ce qui a suivi derrière. Les Ouais. réseaux sociaux, puis maintenant la blockchain, les crypto-monnaies et tout le Bataclan. D'accord. Et donc ça va encore changer et ça va changer vite. Et même chez les Français qui sont toujours un peu à la bourre, ça va changer vite. On arrive à une des périodes électorales. À mon avis, il n'y aura pas grand monde qui ira voter parce que les gens attendent le vote électronique à la façon estonienne. Mhm. Et donc, il faut que la France change, sinon, mes petits-fils, ils vont se barrer, ou je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Hein. Ouais. Alors c'est vrai qu'on est des citoyens du monde, donc je rappelle, on est quand même déjà à peu près 3 là sur 5 à avoir notre carte d'identité estonienne. Ouais. On croit tous un peu à ces valeurs, donc on va en reparler un petit peu après avec Jean-Charles. Voilà, Jean-Charles qui a sa carte. Donc, alors, bien évidemment, bonne transition, c'est que justement, on parle de l'e-Estonie. Donc, Jean-Charles, toi aussi, tu es un acteur, puisque tu as géré aussi des entreprises dans le domaine du numérique, et ça a été l'accompagnement de ces dernières années. Alors, ta vision, toi, globalement, c'était quoi ce changement, cette approche du web? Je dirais une satisfaction et une frustration. La satisfaction, c'est que les sujets sur lesquels on était avec Jean-Michel il y a 25 ans, à l'époque de Business Village, à la glorieuse époque du 5 avenue Kléber. Là. Et puis après, moi, dans mon aventure personnelle avec Localeo, donc société Oui, qui a eu 4 fois le trophée de l'innovation du Salon des maires, un record quand même. inégalé à Ouais. ce jour. Donc, on était sur les bons sujets. Par contre, on pensait que ça allait beaucoup, beaucoup plus vite. Et moi, finalement, terminant l'aventure Localeo que j'ai vendue au groupe La Poste il y a 3 ans, j'avais la satisfaction d'avoir contribué avec d'autres au fait qu'on ait remplacé les démarches en ligne par des formulaires en ligne, ce qui évitait effectivement aux gens de se déplacer, mais la frustration de ne pas avoir vraiment changé, puisque finalement, qu'un formulaire soit en ligne, on a toujours quelqu'un à qui on demande des pièces jointes. Au lieu de les amener physiquement, il les met sur le web et on a toujours un fonctionnaire qui est payé pour regarder ça. Et c'est là qu'au moment où je pensais goûter une douce retraite méritée et m'occuper de la pêche aux moules et une varge des homards,
Cet Ulubrius de Jean-Michel m'a emmené en Estonie, où je suis retourné 4 fois depuis. Et là, effectivement, on est quand même tombé du placard, puisqu'on a trouvé un État qui a pris une décision très simple. C'est dommage d'ailleurs que le président de la République ne la prenne pas, mais je comprends aujourd'hui pourquoi il ne la prend pas. Cette décision, elle ne coûterait que le prix de l'encre du stylo. Elle serait simplement de dire « je m'engage à ne plus demander 2 fois dans la vie d'un individu les mêmes renseignements ». Aujourd'hui, en France, on a encore nos 2000 Sherpas. Donc, Oui. 80% des renseignements sont communs. C'est-à-dire que combien de fois dans notre vie on nous a demandé combien, où on est né, etc. Le domaine social qui est cher à Jean-Michel est d'ailleurs le plus bureaucratique, c'est-à-dire celui où il y aurait le plus besoin de tout ça. Voilà. Donc, on est effectivement un peu des dinosaures, mais l'espèce n'est pas complètement éteinte. Et l'objectif pour moi aujourd'hui, ce n'est pas de refaire le monde, mais d'essayer d'accélérer quand même cette transition à l'estonienne. Donc en France, on a ce grand débat sur l'identité numérique qui avance, annoncé, je vous rappelle, en 2002 par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et aujourd'hui toujours pas efficace, mais les choses avancent. Voilà. Donc moi, je suis dans un mode, là, dans une start-up là, qui a créé quelques copains qui s'appelle Nextways, où on a pris la représentation en France de Cybernetica, qui est l'acteur historique de l'Estonie, enfin de la X-Road estonienne. Et on est en train de déployer ça avec un projet sur l'île de la Réunion là, qui est en train de démarrer, qui est assez intéressant, et puis un autre en Île-de-France là, qui est en train de bouger. Voilà. Mais il faut beaucoup de patience et de l'obstination. Voilà. Alors c'est vrai, pour faire plaisir à Jean-Michel, pardon, sur nos fameux énarques à réformer, ça c'est son sujet de prédilection. Moi, j'ai obtenu quand même ma carte d'identité estonien. Je ne dis pas carte d'identité estonienne, je n'ai pas la double nationalité, mais ma carte en tant qu'entrepreneur, ça m'a coûté globalement 200 € et il a fallu 2 mois de délai. Et aujourd'hui, on crée une entreprise en 24 heures. Donc, c'est quand même assez fabuleux et on est bien dans les entreprises européennes. Alors, ce modèle, c'est le modèle justement des collectivités qui on veut dématérialiser, hein, on dématérialise pour pouvoir aller se rendre compte aujourd'hui qu'on a l'électronisme. Et j'insiste sur l'électronisme. Hein, l'électronisme, ce n'est pas ne pas savoir lire et écrire, c'est ne pas pouvoir accéder à Internet dans des conditions tout à fait favorables. Alors là, bien évidemment, transition toute trouvée, bien évidemment, pour le haut débit, hein, un grand acteur du haut débit qui nous a toujours fait rêver il y a de nombreuses années, mon ours des Pyrénées favori, avec qui mon compère, qui a écrit justement un livre très intéressant justement sur l'urgence des territoires à passer sur le numérique, hein, notamment en défense des territoires ruraux. Donc Jean-Pierre Jambe, qui est aussi qui écrit qui m'a donné envie d'écrire. Hein. Je tiens à dire, la Web TV, c'est Jean-Michel avec Biocho qui m'a lancé sur le projet. Jean-Pierre qui m'a donné envie de lancer un mag, puisqu'il y a numericus.org, je ne dis pas de bêtises, Jean-Pierre, donc où Jean-Pierre s'exprime justement sur les sujets de technologie. Et puis bien évidemment, Jean-Charles, toi qui m'as donné un peu le côté politique de l'environnement. Et le dernier Tanguy qui m'a un peu assassiné. Donc, vous êtes un peu tous mes pères, et je préfère parce que je suis quand même une génération un peu plus jeune. En tout cas, merci. Donc, Jean-Pierre, on a fait un TEDx ensemble. Tu m'as montré un peu que le numérique, ce n'était pas uniquement des moyens, mais c'était aussi de l'usage. Alors aujourd'hui, pour toi, la grande révolution de ce numérique? Écoutez, la grande révolution, j'ai l'impression qu'elle est à venir, bizarrement, pour plusieurs raisons. Première raison, j'ai l'impression que l'Internet d'aujourd'hui, l'Internet des GAFA, c'est déjà un modèle de l'ancien monde. C'est un modèle fondé sur des publicités personnalisées qui servent à consommer plus dans un moment où il va falloir apprendre à consommer moins. Donc, tous nos travaux depuis 20 ans, c'est de se dire comment on se dote de ressources pour relocaliser, pour avoir des modes de vie qui soient un peu plus durables, un peu plus soutenables et peut-être un peu plus intéressants. Donc, les ruptures qu'on avait faites, on est tous, sur les 5 qui sont devant moi, il y en a 4 qui sont complices, on avait 3 ruptures qui me semblent aujourd'hui hyper modernes. La première rupture, c'est d'arrêter le cuivre et de passer sur l'optique. On a fait ça en 2002, c'était tôt, mais je pense qu'on n'avait pas tort. C'était une rupture. La deuxième rupture, c'est de se dire, quand on est investisseur public, quand on est collectivité territoriale, moi je viens vraiment des territoires, c'est bien d'aider le marché à donner des accès à Internet, mais c'est encore mieux de se donner des ressources numériques que l'on maîtrise. Et je crois que la grande erreur qu'on a fait depuis 20 ans, c'est de se dire on laisse le marché faire et le marché va se débrouiller. Le marché, nulle part, dans aucune innovation majeure,
dans aucune révolution industrielle, le marché seul n'a su faire. C'est le marché et la puissance publique. Donc nous, sur Pau, on avait décidé de faire un réseau différemment, un réseau optique, un réseau que l'on construisait nous, ce n'était pas une concession, c'était un affermage pour les spécialités DSP de la salle. Et dans cet affermage, donc c'est la collectivité qui construit le réseau et qui le loue, il y a deux choses importantes. D'abord, c'est hyper rentable. L'agglo de Pau gagne aujourd'hui entre 3 et 4 millions par an en louant son réseau optique à des opérateurs. Premier point. Et deuxième point, dans ce réseau, qui est un truc sur lequel on s'est planté, mais pour des raisons que j'expliquerai après, on a gardé une partie du réseau en patrimoine public. C'est-à-dire qu'il y a un réseau marché pour le modèle macro, des grands champions de l'Internet, et il y a un modèle micro qui est un web à valeur ajoutée locale. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, dans la situation bizarre dans laquelle on est, si la France et l'Europe ont encore une chance dans le numérique, ce n'est pas du tout à singer les GAFA, on est trop mauvais, on est trop loin, on est trop tard, mais c'est d'inventer un autre web. Et moi, le web sur lequel je travaille, c'est un web de la transition sociale, économique, écologique, qui suppose que l'on maîtrise vraiment une partie des ressources réseau, une partie des algorithmes, une partie des data et d'avoir une plateforme de service qui soit à la mesure des enjeux. Donc moi, je travaille là-dessus sur 3 ou 4 projets en France, malheureusement pas beaucoup à Pau, mais partout ailleurs sur la partie est de la France. Et les résultats sont plutôt prometteurs. Donc on est sur cette base-là d'un web différent qui n'est pas concurrent forcément du web dominant aujourd'hui, mais qui est un web plus souverain, plus local et plus mutualisé, parce qu'un des gros drames de la France, Jean-Charles a parfaitement raison, c'est d'avoir une stratégie publique qui soit très timide, on va le dire comme ça, pour être poli, et surtout de ne pas arriver à mutualiser des solutions entre collectivités. Je vois ce que fait, par exemple, Angers, qui est très intéressant, je vois ce que fait Toulouse, je vois ce que fait Dijon, et entre ces 3 ou 4 villes là-dessus, il n'y a rien de mutualisé. C'est quand même étonnant, quoi. Ouais. Voilà ce sur quoi on travaille. Donc, le connecteur estonien, moi, m'intéresse beaucoup. Il faudra qu'on reparle avec Jean-Michel et Jean-Charles de ça. Je l'ai beaucoup regardé. Et effectivement, cette voie estonienne, même si l'Estonie est un pays très différent de la France, est une voie extrêmement intéressante pour non pas tout faire, mais pouvoir amorcer le sujet, parce que le sujet commence bien par une identité ou un connecteur qui soit à la mesure des enjeux. Développe, c'est un territoire qui a créé des infrastructures. Donc, ces infrastructures se donnent sur un objectif qui est de développer des usages autour de ces infrastructures. Donc, un web beaucoup plus vert, ça c'est important parce que c'est aussi un engagement. Jean-François Lecuru, qui ne pouvait pas être disponible ce matin, mais qui devait être avec nous, nous aurait parlé de ce smart green qui est quand même très très important de commencer à comprendre. Alors, justement, transition des territoires, application, appropriation citoyenne, c'est un petit peu le cheval de bataille de notre ami Tanguy qui est là. Alors Tanguy, toi justement, tu as vu cette évolution en accompagnant donc, des territoires très dynamiques comme la ville de Mulhouse ou Lyon. Aujourd'hui, pour toi, la grande révolution, ça a été quoi? Et la projection, tu la vois comment? Tout d'abord, je voulais juste faire un petit complément pour Jean-Pierre, c'est que s'il va vraiment dans l'Est, on connaît Reynald et moi très bien. Il y a un élu qui pourrait être un vrai sponsor politique qui est Jean Rotner. Ce n'est pas du tout dans une logique politique, mais s'il y a bien un élu en France, il fait partie des élus qui ont une vraie vision du numérique et sous toutes ses composantes et des usages. Donc, s'il y a besoin, Jean-Pierre, Reynald et moi, on fera le lien. Alors, moi, c'est vrai que dans la partie, j'accompagne, je suis tombé un peu dans le numérique aussi au début des années 90. Alors, on était plutôt dans les logiques gros serveurs, avec des logiques de réalité virtuelle, en fait. À l'époque, j'étais chez Vidéo System Media Lab, donc je pense que Jean-Michel connaît. C'était un des précurseurs de la réalité virtuelle et ce qu'on appelait l'image de synthèse. Et c'est ça qui m'a donné le goût au numérique. Mais moi, ce que je retiens peut-être des 10 dernières années, même si je suis d'accord avec la plupart des intervenants, ce n'est pas suffisant, ça ne va pas assez vite, il y a un gros côté frustration, c'est quand même évidemment tout ce côté, je dirais, un peu ville résiliente quelque part, qui est né avec le développement, quand il y avait le sponsoring politique, de tout ce qui est approche de gestion de la relation usagée. C'est-à-dire qu'avec le numérique, en fait, les collectivités où il y avait un sponsor politique se sont dit de toute façon, aujourd'hui, nos habitants, nos administrés, j'aime pas trop ce terme-là, mais doivent avoir le même niveau de service. C'est-à-dire qu'en gros, ils prennent rendez-vous pour changer leur carte d'identité et en même temps, à 1h30 du matin, ils vont commander un bouquin sur Amazon. Il faut qu'ils soient en capacité de faire ça de la même façon. Donc ça, c'est un peu les collectivités qui s'y sont vraiment mises, ça les a un peu boostés. C'est-à-dire qu'on a un niveau de service public dans certains cas qui est presque au niveau, je dis presque volontairement, mais
au niveau de ce qui peut être fait dans le privé. Donc ça c'est plutôt, je trouve que c'est une grosse avancée. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant, côté gestion de la relation usagée avec les niveaux de service. Et puis, un deuxième point aussi qui va aussi toujours pas assez vite, c'est cette logique de culture collaborative, co-construction, toute cette logique je dirais même, certains élus n'hésitent pas à l'utiliser. Ils ne sont pas assez nombreux d'après moi, mais c'est s'appuyer sur les usagers, quel que soit leur profil, pour redéfinir les politiques publiques, quoi. Et franchement, je pense qu'il y a 15 ans, jamais on aurait pu penser que les élus auraient accepté ça de la part de leurs administrés. Donc, cette logique de co-construction, culture collaborative, et donc, du coup, ce qui a entraîné aussi tout un tas j'aime bien cette approche du Club de l'Arche que je suis depuis de très nombreuses années, mais aussi toute cette logique autour des tiers-lieux, autour de toute cette dynamique de co-construction qui est vraiment centrale, qui ne va pas assez vite, dont on peine parfois à trouver les modèles économiques. Mais bon, voilà, moi, c'est ce que je retiens plutôt des 10 dernières années, c'est vraiment cette logique, la place du numérique dans cette logique vraiment gestion de la relation avec l'usager, quoi. Donc, évidemment, France Connect, évidemment, tout un tas d'outils derrière. Voilà. Les interconnectés, hein, parce on a tous fait partie de cette aventure. Alors justement, dans cette démarche, on a aussi, on le voit, puisque donc moi je suis le fondateur de Pavic, hein, la plateforme d'aménagement de la ville intelligente citoyenne. On se resitue, l'objectif c'était de traiter les données. Donc Pavic, ça a été créé il y a 6-7 ans, où on a une gouvernance équilibrée, puisqu'on a l'acteur territorial, donc les institutionnels, donc la collectivité, on a le monde académique et on a les entreprises privées. Donc, la difficulté que l'on a rencontrée, donc aujourd'hui, ça a permis à tout à chacun de comprendre que les univers sont multiples et peuvent être relativement simples. Donc, c'est vraiment la pédagogie, hein, c'était d'aller expliquer au directeur général des services qu'une entreprise n'est pas forcément le vilain méchant qui vient prendre l'argent du pauvre contribuable. Nous sommes le contribuable. Donc, c'est notre argent et on va vous expliquer, comme nous sommes des experts, comment ça fonctionne. Ce n'est pas un discours militantiste, mais c'est un discours d'union. Et donc, ça a donné naissance sur Angers à un marché très important, hein, un appel à projet dans lequel Tanguy, donc dans le cadre de l'entreprise Abilone, on a pu travailler aussi sur ce projet. On a observé un peu le fonctionnement. C'est de comprendre que ces entreprises nouvelles, aujourd'hui, s'appuient sur des schémas d'accélération. Mais on oublie toujours l'information. C'est un peu le rôle de Ville Intelligente Mag, c'est de dire, bon, stop, on va vous expliquer globalement, on va essayer, avec notre compréhension, de vous apporter cette vision. Alors, je trouve qu'on a parlé un peu de tous ces environnements. Pour vous, alors là, c'est une question ouverte, donc lâchez-vous, c'est quoi l'urgence? Jean-Michel, on ne t'entend pas. D'habitude, on se posait la question de savoir comment on allait te faire taire. Là, on se pose la question comment on va te faire parler. Je ne savais pas si je devais intervenir en premier ou pas. L'urgence, c'est de comprendre le monde qui arrive. Et le monde qui arrive, je suis désolé de vous le dire, ça ne sera pas le monde que vous avez connu jusqu'à présent. Ça sera autre chose. Moi, je suis dans plusieurs startups, dont une qu'on est en train de mettre sur pied, qui est avec des Américains, je suis désolé, mais il y a des Français qui s'y mettent, où on va tokeniser le marché immobilier européen. Donc, plus besoin de banques, plus besoin d'immobilier, plus besoin de notaires. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, si vous ne comprenez pas ça, vous allez vivre à Tours ou je ne sais où, ou le bled de Jean-Charles, parce que vous y serez très bien, parce que Jean-Charles fait le journaleux sur son site, sur le site de Bréal. Vous allez voir, c'est marrant tout plein. Il a loupé sa vocation, le père Bossard. Il aurait dû être journaleux et racheter Ouest France. Donc, le principal, c'est de comprendre ça, mais dans tous les domaines. Par exemple, la génétique. Moi, j'ai fait mon séquençage génétique il y a des années. Je vais le refaire en ce moment. Et la première fois qu'on me l'a fait, on m'a dit que j'aurais, dans les années à venir, c'est-à-dire maintenant, des problèmes de cœur. J'ai des problèmes de cœur. Aujourd'hui, je prends une petite pilule tous les matins. Eh bien, les problèmes de cœur sont dus, selon les... Elle est bleue? Elle est bleue? Est-ce qu'elle est bleue, ta pilule? Non, elle est verte. Petite pilule verte. Ok. Non, c'est juste pour savoir si Mme Billot, elle pouvait dormir tranquille. Non, mais moi, je dors très bien. Or, vous avez Google, je suis désolé de vous le dire, Google, c'est un GAFA qui est beaucoup plus évolué que la plupart des élites françaises. Google a investi dans une start-up, c'est un exemple que je prends souvent, dans une start-up de Boston qui s'appelle Verve Therapeutics. Et Verve Therapeutics, les scientifiques de Verve Therapeutics, mais pas que, vous disent que les maladies coronariennes qui frappent le pauvre monde aujourd'hui sont dues à la mutation de 3 gènes, de vos gènes à vous.
Donc, j'ai oublié le nom de ces jeunes, mais vous les trouverez facilement. Et donc, ces gens-là vont sortir d'ici 1 an ou 2, je ne sais pas, un seul médicament, en prendre une fois. Et ce médicament intègre les ciseaux génétiques d'Emmanuelle Charpentier, qui est la française qu'on a foutue dehors d'ailleurs, parce qu'elle avait des idées un peu bizarres que les mandarins n'aiment pas. Et donc, elle a trouvé ça en Allemagne avec les sous des Allemands. Et donc, ça va modifier 3 de vos gènes. D'accord? Et après, ben, normalement, si tout va bien et que ça ne modifie pas d'autre chose, vous n'avez plus de maladie coronarienne. Donc, ça guérit. Et le marché des maladies coronariennes dans le monde, c'est 60 milliards de dollars. Donc, vous mettez 60 milliards de dollars à la poubelle. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Le monde qui arrive est complètement différent. On le voit bien sûr avec cette actualité, bien évidemment, des fameux vaccins et des disponibilités pour les laboratoires. Donc, tous ces points-là, on est dans un système d'accélération. C'était juste inconcevable il y a 2 ans. La pandémie qu'on vient de vivre, je pense qu'elle est aussi un moyen de prendre conscience. Ça a été un accélérateur. C'est un accélérateur. C'est-à-dire que ces consciences étaient déjà toutes présentes. On a juste accéléré le développement. On dit maintenant, il faut y aller. Reynald, donc, oui. Ouais. Moi, pour moi, c'est parce que finalement, nos dirigeants, ils sont pas quand même, c'est pas des idiots. Un type comme Macron, un type comme Édouard Philippe, il était allé en Estonie, il a vu ce qu'on a vu, il a compris. Hein. Donc, pourquoi ils le mettent pas en œuvre? Pourquoi? Parce que ils considèrent que c'est quelque chose qui est trop anxiogène pour les Français, dans l'épisode post-Gilets jaunes, etc. Le fait, vous avez vu simplement pour la vaccination, il y a des gens qui se méfiaient de l'application Covid en disant on va être tressé, etc. Donc nous, notre urgence, je dirais, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens que si on avait une identité numérique, pour retomber sur des sujets qui m'intéressent, eh bien, ça peut être plus respectueux des libertés. Et il faut beaucoup de pédagogie. Expliquer que sur ce bout de carte, effectivement, qu'à l'estonien, il n'y a aucune donnée personnelle. Aucune. Il y a simplement la capacité pour un policier, parce qu'il a le droit de voir que tu as ton permis de conduire ou que ta voiture est assurée. Voilà. Donc, le vrai boulot, il est là. C'est-à-dire de montrer aux gens les bénéfices. Alors, il y a un seul argument qui marche à peu près tout de suite, c'est de dire, si vous ne le faites pas, les GAFA vont s'en charger. C'est l'argument souveraineté. Mais voilà, donc moi, c'est la difficulté. Là, je reviens sur ce que disait Tanguy et Jean-Pierre. Voilà, donc comment faire en sorte que les politiques, dont un certain nombre ont parfaitement compris les enjeux, parce qu'en termes économiques, je veux dire que les enjeux en termes de productivité de l'administration, ils sont, l'Estonie l'a chiffré près d'un point de PIB. Comment prouver aux Français qu'il y a des bénéfices et que cette démarche, elle peut être respectueuse des libertés, même encore plus, puisqu'on est dans une informatique, une architecture décentralisée, où il n'y a pas un grand fichier qui contient tout. Et ça, c'est il y a un sujet qui est très simple. Il y a un sujet qui est très simple et c'est notre rôle d'information, puisqu'on a cette acculturation. C'est que la première des choses, quasiment 97% de la population dispose d'un téléphone portable. Donc, globalement, ces données sont tracées. Si je prends l'exemple d'Orange, on a quelques amis qu'on aurait pu inviter aussi, qui ont fait partie du club. Si je prends l'exemple d'Orange, Orange est capable à tout moment de savoir où vous êtes et d'avoir toutes vos données personnelles et de croiser. Et en plus, il les revend avec un outil qui s'appelle Fluvision, qui revend aux collectivités des études statistiques. Donc, voilà. Donc, en clair, il faut le dire. Enfin, je veux dire, de toute façon, il n'y a pas. Nos données, on les laisse très facilement quand c'est un usage personnel. Par contre, on a peur de l'acteur public, on a peur de donner nos données à l'officier ministériel qui est le garant justement de cette souveraineté numérique qu'est la collectivité. Donc, les impôts disposent d'informations énormes. Oui, Jean-Pierre. Oui, peut-être pour une raison simple. Je crois que l'erreur qu'on a fait souvent tous ici, c'est de rentrer par la tech.
on est rentré par des outils absolument indispensables, mais qui sont des moyens. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une espèce de boussole en disant, voilà, notre vision de la société française à 10 ans, à 20 ans, avec le numérique, avec la santé, avec ce qu'a dit Jean-Michel et les autres amis il y a quelques instants, c'est de dire, voilà ce que l'on veut faire. Cette espèce de boussole, on ne l'a pas aujourd'hui. Et parce qu'on ne comprend pas où on va, tout le monde a peur de se faire piquer de la data, alors qu'on se fait piquer de toutes les datas tout le temps, a peur d'un flic de l'État qui a autre chose à foutre que nous fliquer, et parce qu'on n'a pas cette vision. Moi, j'ai l'impression que vraiment l'enjeu des prochaines élections régionales, peut-être trop tard, présidentielles, c'est de voir qui a une vraie vision d'une stratégie numérique, pour moi publique, c'est mon métier, à valeur ajoutée. Oui. Dans tous les domaines, il faut de plus, que ce soit l'aéronautique, que ce soit le spatial, que ce soit l'atomique. Il n'y a jamais eu d'entreprise industrielle en France, aux États-Unis, en Chine, sans vision publique. Cette vision publique, aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc, on va continuer à être des colonies des GAFA parce qu'on n'a pas de vision. Voilà. Et je suis d'accord. On voit d'ailleurs que les pays où ces process se développent, c'est des pays où les gens se font confiance, comme en Scandinavie. En Scandinavie, les gens, ils se font confiance quand vous allez acheter des légumes au bord de la route. Il y a une boîte, vous mettez votre billet ou votre pièce, vous prenez votre kilo de pommes de terre, les gens, ils se font confiance. Voilà. Et donc, c'est vrai que cette confiance, elle est indispensable, mais maintenant, c'est effectivement… Alors, on l'a vu avec… On l'a vu avec Tanguy, hein, il y a une dizaine d'années, avec donc, Jean Rottner, sous l'impulsion de Jean Rottner, on a créé un Wi-Fi territorial, un Wi-Fi public. Les gens étaient assez prudents, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin du réseau, donc ce n'était pas que les touristes avec le roaming, et donc ils s'identifiaient. J'ai vu une évolution assez folle, c'est qu'aujourd'hui, on fait de l'identification déclarative, c'est-à-dire avec Facebook Connect, avec LinkedIn Connect, etc. Donc, c'est-à-dire que toutes les informations qu'on trouve normales d'avoir chez les GAFA, on trouve anormal de les avoir dans le domaine public, alors que ça devrait être sécuritaire. Donc, c'est là où je ne comprends pas très bien. On le voit, nous, on a une augmentation sur le Wi-Fi public. On a 5500 hotspots dans le cadre de la société 2ISR avec qui je collabore. La progression du déclaratif, donc sexe, homme, femme, gros ou petit, ça c'est une catégorie, ou indéterminé aussi, on peut avoir, le fait de ma résidence, de mon lieu de résidence, etc. Toutes ces informations aujourd'hui deviennent publiques. Et elles existent, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur Apple, etc. Donc, on déclare partout nos données, sauf que lorsqu'on vous demande. Mais je crois que c'est aussi parce que c'est notre système français, notre bon gaulois, notre pape informatique, Jean-Michel le comprend, notre français, c'est qu'on a des Français qui n'existent que dans la contestation, pas dans la proposition. Je parle des politiques. Jean-Michel, petit mot de la fin, c'est toi quand même le doyen de notre exercice, notre maître incontesté à tous, toi qui nous a bénis, ô Seigneur Jean-Michel, de cette lumière qu'est le web. Merci. J'aurais bien voulu avoir Louis Pouzin, ça aurait été aussi sympa. Donc, j'aime bien te taquiner parce que ça fait des années qu'on bosse ensemble. Alors, écoute, petit mot de la fin. Un petit mot de la fin, c'est assez simple. Pourquoi on est comme ça? C'est normal, parce que nos ancêtres, les Gaulois, avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Donc, on a peur de tout. Donc, on se méfie. Le grand danger, c'est avoir peur de la peur. Mes amis, merci beaucoup. Et puis, je vous dis, on se refait bientôt l'émission de l'interview de Jean-Michel qui va passer sur Ville Intelligente Mag. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous remercie. Et